Voilà. Nous allons donc entamer maintenant la dernière après-midi des entretiens d'Auxerre 2023. Et j'ai quelques informations à vous donner avant de commencer. Vous voyez, il manque Joël Zask, qui s'est affronté une partie de la matinée et de l'heure du déjeuner à un train capricieux qui ne devrait pas tarder. Voilà. Mais pour ne pas prendre de retard et poser des problèmes aux tables rondes suivantes et au rythme que nous souhaitons maintenir, nous commençons tout de même. Alors peut-être êtes-vous aussi un petit peu intrigué par ma présence renouvelée, mais malheureusement, et c'est peut-être la première fois que ça nous arrive aux entretiens d'Auxerre, le modérateur que nous avions prévu, le journaliste ancien du Monde et fondateur avec d'autres du journal Le 1, Laurent Greil-Zamer, est décédé il y a une petite semaine. Ces funérailles ont eu lieu hier ou avant-hier, je ne sais plus. Et donc, écoutez, dans ces circonstances évidemment un peu tragiques, je vous propose d'avoir une pensée pour lui, mais surtout pour sa famille et pour tous ses collègues, parce qu'il avait accepté avec beaucoup de générosité et de gentillesse très vite notre invitation. Donc, c'est évidemment un peu un crève-cœur pour nous, et c'est pourquoi je me retrouve à modérer cette table ronde, qui est une table ronde traditionnelle dans les entretiens d'Auxerre, à laquelle nous tenons, la table ronde sur le politique. Et à cet effet, donc, nous avons deux intervenants, un homme et une femme, et je vais d'abord présenter le premier en attendant que la seconde arrive le plus tranquillement possible, dans des circonstances évidemment désagréables. Donc Pascal Perrineau, évidemment je me suis posé la question de savoir s'il fallait le présenter, parce que je pense qu'une grande majorité d'entre vous le connaissent, mais enfin écoutez, il est toujours bon de répéter les choses, les professeurs le savent. Donc Pascal Perrineau est politologue, professeur émérite à Sciences Po Paris. Il a été directeur de ce grand labo politique qu'est le CEVIPOF. Et depuis un grand fidèle des entretiens d'Auxerre, depuis de très nombreuses années, et il était venu en particulier nous parler de sa fonction de garant du grand débat national qui avait eu lieu après les histoires de Gilets jaunes. Et à ce titre, c'est un véritable expert de la politique française. Il est l'auteur de nombreux ouvrages et articles sur les comportements politiques, les élections et les idées politiques françaises. J'ai choisi deux ouvrages dans sa longue bibliographie qui pourraient éclairer notre débat aujourd'hui. Un livre de 2019 qui s'appelle « Le Grand Écart, chronique d'une démocratie fragmentée » qui est paru chez Plomb, et puis son incontournable « Que sais-je » et dont je recommande la lecture, bien entendu, « Le populisme », point, paru donc au PUF en 2021. Donc Pascal, un peu comme on l'a prévu pour toutes les autres tables rondes, on va commencer par un petite intervention de ta part pour dire comment tu réponds à la question qui nous est posée, quel futur pour le politique, pour le monde d'après. Et puis, on espère qu'entre-temps, Joël sera des nôtres, et puis on inaugurera un dialogue entre vous deux, puis avec le public. Nous avons 1h15, nous avons de quoi faire. Voilà, c'est à toi. Merci Valentine, bonjour à toutes et à tous. Je voudrais bien sûr, avant de commencer, avoir une pensée émue pour Laurent Greil-Zamer, qui était un analyste si fin, si équilibré, si juste de la vie politique, à l'heure où trop de journalistes manquent de cet équilibre et de cette sérénité que Laurent Greil-Zamer avait de toute évidence. Alors, pour penser ce sujet, d'abord, il faut préciser, moi je suis, comme tu as eu la gentillesse de le dire, professeur, chercheur, analyste, politologue, je ne suis pas prospectiviste. Bon. Mais je vais essayer de ne pas vous décevoir et donc d'essayer de penser
à partir des analyses que je fais de la vie politique française et européenne depuis maintenant de longues années, essayer de penser le futur d'une activité qui, le moins qu'on puisse dire, aujourd'hui fait l'objet au mieux d'indifférence, au pire de rejet, de haine. Il y a aujourd'hui, d'ailleurs c'était dans le débat d'hier, on disait, ah bah oui, on peut vous parler du politique. Le politique, c'est noble. Alors la politique, c'est pas la peine, là, vraiment, c'est le domaine sale, le domaine de la corruption, le domaine de la division, etc. Or, moi, je vais vous parler beaucoup de la politique. Parce que la politique, c'est un instrument essentiel. Je reprendrai ce que le général, en inversant sa proposition, disait ce matin. Il disait, reprenant Clausewitz, qu'est-ce que c'est que la guerre? C'est la politique continuée par d'autres moyens. C'est au fond la politique quand la politique a échoué, quoi, la guerre. Hein? Et qu'est-ce que c'est que la politique? C'est la guerre continuée par d'autres moyens, des moyens pacifiques. C'est le moyen de régler pacifiquement nos conflits. En tout cas, dans des démocraties, qu'elles soient parlementaires, présidentielles ou autres, comme les nôtres. C'est noble, la politique. Alors, pour réfléchir à cette question du destin de cette activité noble, qui est devenue une activité rejetée aujourd'hui, qui veut, je le vois, moi, parmi mes cohortes d'étudiants, quand j'ai commencé à enseigner il y a de longues années, de longues décennies, tous mes meilleurs étudiants voulaient faire de la politique, tous. Et je les ai retrouvés à droite, à gauche, comme ministre, président de la République, voilà, bon, chef de parti, député, sénateur, etc. Aujourd'hui, ce n'est pas les meilleurs, c'est les plus mauvais qui veulent devenir hommes ou femmes politiques. Ce qui est tout de même une tendance assez dommageable. Hein? C'est ceux qui se disent, ben voilà, l'entreprise, c'est pas mon truc, l'administration, c'est pas mon truc, le tissu associatif, qu'est-ce que c'est que ce machin, les ONG, bon, je parle mal anglais. Bon, donc, je vais faire de la politique. Hein? Et ils ont une conception de la politique comme en ont les hommes d'appareil, les apparatchiks. Alors, pour retrouver un peu de noblesse, bonjour à Joël Jacques, pour retrouver un peu de noblesse, je crois qu'il faut retrouver le goût de la politique. Deuxièmement, il faut porter un diagnostic sur ce qui s'est déréglé à un tel point dans l'activité politique contemporaine pour que l'on en soit venu à rejeter la politique. Et troisièmement, il faut imaginer des voies de réforme. Vous me connaissez, avec moi, je me méfie comme de la peste de l'utopie, hein, qui apprend trop souvent à haïr le monde tel qu'il est. Et d'autre part, comme j'ai un peu de culture historique, les plus grandes utopies du XXe siècle ont débouché sur les cimetières les plus énormes du XXe siècle. Donc, au mieux, je me méfie de l'utopie. Donc, dans ce que je vous présenterai, ça sera beaucoup plus des voies de réglage de nos institutions, de réforme de nos institutions et au-delà. Alors, le goût de la politique. Le goût de la politique, il faut bien voir que nous avons tous, plus ou moins, surtout pour ceux qui ont des cheveux blancs, je me sens moins seul dans la salle, c'est que, voilà, nous, on a été politisés à une époque où il y avait des raisons fortes d'avoir le goût de la politique. On sortait de la Seconde Guerre mondiale et de tous ces drames liés, en effet, au régime nazi. La France était impliquée, au-delà du souvenir de la guerre, dans de multiples guerres, des guerres coloniales, la guerre d'Algérie, la guerre d'Indochine. On avait, à l'époque, un très puissant courant politique, incroyablement idéologique, qui prétendait, lui, être porteur, justement, d'une utopie, l'utopie communiste. Il faut savoir qu'après la guerre, le plus grand parti communiste, le plus grand parti français, c'est le Parti communiste, avec 28% des voix.
Ça ferait rêver même Éric Roussel. Donc, il y avait comme ça de multiples... Et beaucoup de gens se disaient tout de même, le Parti communiste, bon, tout de même, hein, quand on voit ce que ça donne, au-delà du rideau de fer, est-ce que c'est véritablement ce dont on a envie? Donc, il y avait de multiples raisons de se politiser pour, contre la guerre d'Algérie, pour la guerre d'Algérie, contre le Parti communiste, pour le gaullisme, qui était une force naissante. Hein, au-delà du général, le gaullisme en tant que tel était en train de se construire dans ces années 50. Et puis, bien sûr, il y avait, à chaque fois qu'on abordait de multiples thèmes, je pense en particulier à l'antisémitisme, qui revient au premier plan de l'actualité, il y avait le souvenir direct, au travers des acteurs en chair et en os, de la Shoah. Et donc, il y avait des interdits qui, voilà, étaient très importants pour nous. Et moi, je vois personnellement, un de mes premiers attachements, premiers engagements, je suis très très jeune, c'est de m'inscrire à un mouvement de lutte contre l'antisémitisme, parce que je considérais que c'était le combat essentiel de l'heure. Alors bien sûr, aujourd'hui, ce goût de la politique, comment voulez-vous qu'il nous vienne? Alors que tous ces repères ont disparu ou s'évanouissent dans le temps. Le repère de la Seconde Guerre mondiale, je le vois quand on parle de la Shoah, du nazisme, à nos étudiants. Ils nous regardent avec un air poli et ils ne comprennent pas souvent l'émotion qui est la nôtre quand on en parle. Ils ne la comprennent pas et on ne va pas leur jeter la pierre. Ça n'est plus leur histoire, mais du tout. Et même plus l'histoire de leurs parents. C'est à la limite l'histoire de leurs grands-parents. Deuxièmement, le Parti communiste, c'est un nain maintenant. Quand il fait 2,5% des suffrages, ils font la fête, quoi. Hein, donc, on voit que la polarisation idéologique très forte entre le gaullisme et le communisme qui a rythmé la fin de la 4e République, le début de la 5e, ça appartient à un très lointain passé. Quand je parle du PC de Georges Marchais, vous voyez, Georges Marchais, là, vous devez vous dire « Ah ouais, vous avez des tas d'histoires à raconter sur Georges Marchais ». Georges Marchais, je regarde mes étudiants, ils me regardent, ils me disent « Mais qui c'est ce type ?» Et on ne peut pas leur en vouloir. Hein, et le Parti communiste, le Congrès de Tours, tout ça, l'Internationale communiste, Lénine, mais qui c'est ce type, quoi, hein? Donc, les référents idéologiques ont largement disparu. Les guerres, ce ne sont plus des guerres qui nous touchent directement. La guerre d'Algérie, la guerre d'Indochine, c'était des guerres. Moi, je me souviens, voilà, après 1956, d'un fils d'une famille amie, il était revenu dans un body bag à l'aérodrome de Parcé-Melay à Tours. Voilà, il avait été tué en Algérie. Je veux dire, la guerre, on la connaissait. Et on a participé au deuil de ses parents pendant de longs mois. La guerre, qu'on le veuille ou non, israélo-palestinienne ou la guerre de l'Ukraine, nous sommes là convoqués en tant que défenseurs de la démocratie, défenseurs d'une certaine conception de l'Europe, mais pas directement en tant que Français. Hein, ça n'est pas dans notre précaré. Donc les motifs d'engagement, les lignes de clivage se sont incroyablement brouillées. Alors très vite, même si on va y revenir, ensuite, pourquoi ce phénomène de rejet aujourd'hui, qui rend difficile de penser l'avenir? Parce qu'avant, on pensait l'avenir en projetant dans l'avenir les lignes de force du passé. Aujourd'hui, c'est impossible. C'est impossible de le faire. Regardez, par exemple, l'engagement communiste. Moi, tous mes petits copains dans la banlieue de Tours qui étaient communistes, Saint-Pierre-des-Corps, ils étaient communistes parce que leur père était communiste, leur grand-père était communiste. Hein, aujourd'hui, qui est fils ou de communiste? Vous voyez, c'est en voie de disparition. Et en milieu ouvrier, la plus grande force aujourd'hui, je regardais encore avant de venir, voilà, c'est le Rassemblement national. Donc beaucoup d'ouvriers qui veulent s'engager, aujourd'hui s'engagent plus aisément, du moins électoralement, dans le Rassemblement national que dans le Parti communiste. Hein. Donc, vous voyez, le bouleversement est un bouleversement majeur. Hein, un bouleversement majeur.
Alors, les signes nombreux sont des signes que certains disent comme étant des signes de dépolitisation, ce qui est préoccupant pour l'avenir. Comment repolitiser quand on a des signes de désengagement? Alors, on va les mentionner simplement. L'abstention, le désengagement dans les partis, le désengagement dans les syndicats, des protestations sociales qui perdent en contenu politique. Regardez le malaise qu'a été le nôtre quand nous avons été confrontés au mouvement des Gilets jaunes. On avait fait une belle réunion à Auxerre avec des représentants des Gilets jaunes. Ah là, tous les militants étaient là. Que c'est compliqué. Comment on va faire? Parce qu'ils étaient là avec de vieilles catégories. La gauche, la droite. Ah, les Gilets jaunes, ben, c'est à la fois de gauche, de droite et d'ailleurs. C'est d'extrême droite, d'extrême gauche, de droite et d'ailleurs, les Gilets jaunes. Ça n'a pas un centre de gravité politique avec les vieilles catégories. Et ces mouvements sociaux, qui sont des mouvements d'un type tout à fait nouveau, on peut parler véritablement là de nouveaux mouvements sociaux, annoncent ou font sentir qu'il y a d'autres clivages politiques et sociaux qui sont à l'œuvre, dont on n'a pas pris conscience. Dernier point, l'envahissement de la scène politique par ce qu'on pourrait appeler les mouvements de politisation négative, qui savent beaucoup mieux ce qu'ils rejettent que ce qu'ils soutiennent. Le RN a une forte vocation, même si ça n'est pas uniquement cela, mais c'est un parti de forte protestation qui a été construit comme ça. La France insoumise, la nouvelle vedette, peut-être, qui ne durera pas très longtemps d'ailleurs, de la gauche en France, c'est un mouvement de politisation négative. Ils savent beaucoup mieux ce qu'ils rejettent, d'ailleurs on le voit aujourd'hui, que ce sur quoi ils sont d'accord. Apparemment, ils ne sont plus d'accord sur rien. Donc, on voit bien qu'il y a des mouvements, et c'est les mouvements dont on parle, oui, qui sont des mouvements de rejet, des mouvements de politisation négative. Les mouvements qui s'efforcent de construire, mais on n'en parle pas. Horizon, Renaissance, les Républicains, le PS, le PC, les Verts, tout. Bon, alors on en parle de temps en temps, mais enfin, ce n'est pas ce qui fait l'actualité. Et enfin, pour conclure, mais j'y reviendrai après, comment faire bouger ce paysage? Comment réintroduire le goût de la politique? Comment réarticuler? Je crois qu'un des axes majeurs pour penser la politique, c'est réarticuler la politique de demain sur les vrais clivages. Et non pas sur les clivages dont on nous rabat les oreilles et qui ne sont plus des clivages pertinents. Et je pense, parmi ces vrais clivages, aux clivages territoriaux qui sont apparus en France, qui sont des clivages, à mon avis, tout à fait essentiels, aux clivages entre ce que moi j'appelle le monde ouvert et le monde du recentrage national, qui est le clivage de plus en plus fort dans les populations en France et en Europe et dans le monde. C'est-à-dire le clivage entre des gens qui font confiance, peu ou prou, aux forces de l'ouverture, qu'elles soient économiques, sociales ou culturelles, et ceux qui disent non, c'est allé trop loin. Cette globalisation est allée trop loin, on n'en voit plus que les effets pervers. Il faut revenir à un protectionnisme économique, à un protectionnisme culturel, à un protectionnisme social. Ça, c'est le clivage aujourd'hui qui est le clivage extrêmement important, et ce n'est pas un clivage gauche-droite, vous voyez bien. Regardez ce qui se passe en Allemagne, qui est tout à fait passionnant aujourd'hui. Une des figures charismatiques de la gauche allemande, issue de Die Linke, Die Linke, c'est l'équivalent de la France insoumise, c'est l'Allemagne insoumise, est en train de créer un mouvement de gauche qui apparemment est en train de faire un tabac, qui est un mouvement de gauche à forte composante anti-immigrée. Parce qu'ils disent, voilà, l'immigration, c'est un signe d'une globalisation, et on considère qu'en Allemagne, on a été trop loin dans cette globalisation, et qu'on voit aujourd'hui les effets pervers, plus que les effets positifs, de la globalisation migratoire. Bien. Donc, voilà le paysage. Et voilà, à mon avis, les axes qu'il faudra adopter. Alors ensuite, la réforme, à mon avis, elle doit porter sur 3 éléments. Réformer le régime tel qu'il est. Je ne crois pas à ceux qui nous disent « Ah, ça serait formidable, la 6e, la 7e, la 8e République. Ça a été notre péché mignon. Nous en sommes à la 5e, ça suffit, quoi. »
Les Américains, ils ont un régime, les Allemands, ils ont un régime, les Italiens, ils ont un régime, les Espagnols, un. Voilà, ils n'ont pas changé tous les. Voilà. En France, c'est l'habitude, les règles du jeu ne nous plaisent plus, ah ben voilà, il faut changer de règles du jeu. Non. La Ve République a fait ses preuves de résilience, de souplesse. Regardez, elle a pris le choc de la cohabitation. C'est-à-dire, c'est un régime étonnant. C'est un régime qui peut être à la fois présidentiel, quand les majorités sont synchrones, mais qui peut être parlementaire. Quand il y a eu les 3 cohabitations, on était comme en Allemagne, comme en Italie, voilà, on avait un régime parlementaire. Bien. Mais il faut le faire évoluer. Il faut le faire évoluer, et à mon avis, mais de mon modeste avis, le principal axe, ça doit être de déprésidentialiser le régime. Le régime, il ne s'agit pas de supprimer l'élection présidentielle. Les Français ils sont trop attachés, on ne va pas leur supprimer ça. Mais il s'agit de déprésidentialiser le régime. Ce régime présidentiel avec un président qui fait semblant d'avoir tous les pouvoirs alors qu'il ne les a pas, et une population qui lui prête tous les pouvoirs alors qu'elle sait très bien pertinemment qu'il ne les a pas, ça tourne à un débat politique totalement hystérique et totalement inutile. Donc il faut déprésidentialiser. J'ai une réforme dans ma poche. Alors, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la démocratie représentative, c'est ce qui est essentiel. Parce qu'on parlait ce matin de légitimité, de l'égalité, c'est elle qui est pourvoyeuse de la légitimité. Pourquoi? Parce que c'est la démocratie des grands nombres. Alors que toutes les autres démocraties, c'est la démocratie des petits nombres et des minorités actives. Donc, la démocratie représentative, c'est très bien, mais ça ne suffit pas. Et il faut développer ce qu'un de mes collègues, Rousseau, appelle, pas Jean-Jacques, appelle la démocratie continue. C'est-à-dire une démocratie représentative qui fonctionnerait lorsqu'il n'y a pas les élections, avec le recours à ce qu'on appelle la démocratie participative ou autre. Mais attention, 2 ou 3 remarques sur cette démocratie participative. C'est une démocratie des petits nombres. Toutes les thèses de sciences politiques concrètes faites sur la démocratie participative, puisqu'elle a été expérimentée à partir des années 60 sur le terrain local, montrent toute la règle du 1%. Ça ne touche jamais plus de 1% de la population concernée. Voilà. Et quand c'est 1%, c'est déjà bien. Donc c'est une démocratie des petits nombres. Deuxièmement, c'est une démocratie qui ne peut pas remplacer la démocratie représentative. Elle ne peut pas la remplacer. C'est la sottise qu'a eu le président quand, lors de sa première expérience de démocratie représentative, il a dit, après la Convention sur le climat, eh bien, on reprendra leurs conclusions. Ben non. Parce que quelle est la légitimité de cet organisme à imposer ses conclusions? Non, c'est à la représentation nationale de décider, éclairée par ce que lui a dit la démocratie représentative, la démocratie participative. Et troisièmement, le grand défi, c'est d'imaginer la tubulure démocratique concrètement. Comment articule-t-on, mais très concrètement, articule-t-on démocratie participative et démocratie représentative? Et enfin, le troisième élément, c'est de redonner vie à la démocratie directe. Pas la démocratie directe manifestante, parce que la manifestation, c'est un droit républicain, très bien. Mais la manifestation, quand vous avez une manifestation de 100 000, vous criez à la mobilisation. Là aussi, la démocratie manifestante, c'est une démocratie des petits nombres. C'est une démocratie de militants. C'est une démocratie de gens engagés. Il faut la rappeler à l'ordre et lui dire ben voilà ce que pense le peuple. Souvenez-vous, même si, en effet, pour beaucoup d'entre vous, ça va être désagréable, mai 68, mouvement étudiant, mouvement ouvrier, avec les deux qui n'arrivaient pas à se rejoindre d'ailleurs. Et quelques mois plus tard, De Gaulle dit bon, ben, on va voir ce que le peuple en pense. Il dissout en juin, et les législatives sont prises en main par les millions d'électeurs, et elles montrent que la France n'avait absolument pas envie de suivre les manifestants de mai 68. Ce qui ne veut pas dire que mai 68 n'ait pas été un événement important. Ça a été un événement important. Culturellement, pas politiquement. Parce que politiquement, mai 68 a été invalidé
par le suffrage universel. Donc, il faut redonner place à la démocratie directe, parce que dans une période où les clivages bougent, où le peuple ne se retrouve plus sur les mêmes clivages, et même le clivage gauche-droite, regardez sur des tas d'enjeux, le clivage gauche-droite n'a plus de pertinence aujourd'hui. C'est un clivage d'une autre nature. Regardez sur l'Europe, vous allez voter pour les élections européennes. Quel est le clivage gauche-droite sur l'Europe? On serait on aurait beaucoup de mal à le savoir. D'ailleurs, l'Europe est dirigée par qui? Elle est dirigée par une coalition gauche-droite. C'est le PPE, la droite européenne, qui gouverne avec le PSE, le Parti socialiste européen. Et ils alternent, on fait comme en Suisse, chacun son tour. Voilà. Et ils gouvernent contre qui? Contre les extrêmes. La droite nationaliste et l'extrême gauche, la gauche de la gauche. Donc, on le voit bien sur cet enjeu décisif, on le voyait en écoutant le général tout à l'heure. L'avenir de... Si on veut peser un jour, c'est une armée européenne. Sinon, on restera sous le parapluie américain, puis c'est tout. Ou alors, on ne pèsera rien. Donc, on voit bien que c'est des enjeux majeurs, décisifs pour l'avenir. Et ce n'est pas des enjeux qui recoupent le clivage gauche-droite. Donc, à un moment, il faudra consulter les gens pour savoir ce qu'ils en pensent, ce que l'on a fait, d'ailleurs, à 2 reprises, 92 Maastricht et 2005, le traité constitutionnel européen. Pourquoi on a fait un référendum? Il faut refaire des référendums. Parce qu'on se disait là-dessus, ça n'est pas la gauche et la droite, ce n'est pas les forces au Parlement qui peuvent décider pour nous. On s'apprête tous aussi, et je termine, à aborder ce problème redoutable de l'euthanasie et de la fin de vie. Problème qui nous concerne tous, en tant que citoyens, vis-à-vis de nos parents, vis-à-vis de notre propre fin de vie, vis-à-vis des amis qui sont morts dans des conditions difficiles. Personnellement, je n'ai aucune envie que les partis politiques à l'Assemblée nationale, surtout l'Assemblée nationale telle qu'on l'a aujourd'hui, décident pour moi. En revanche, qu'il y ait le moment venu un référendum en France sur les mesures à prendre sur l'euthanasie, oui. Là, le peuple, après une campagne digne de ce nom, qui forcément sera une campagne extrêmement diversifiée, dans laquelle les forces spirituelles auront autant d'importance, sinon beaucoup plus d'importance que les partis politiques, parce que ces forces auront beaucoup plus de choses à dire que les autres sur cette question de la fin de vie. Là, on voit qu'il y a de l'avenir pour le référendum et qu'en plus de ça, on retournera à l'esprit originel de la 5e qui prévoit dans son article 3 que la souveraineté nationale s'exprime par les élections et par le référendum. Merci beaucoup, Pascal, de cet panorama extrêmement éclairant et qui esquisse, merci de ce courage, qui esquisse une solution dans le cadre de nos institutions. Je suis très frappée par le fait que, plutôt que de faire des révolutions, il faut mieux utiliser ce qui existe, voire le réformer, mais utiliser au mieux ce qui existe. Donc, je donne maintenant la parole à Joël Zass, dont je salue l'arrivée. On a été tous extrêmement désolés par la mésaventure qui vous est arrivée aujourd'hui, et on est très heureux que vous soyez parmi nous lors de cette table ronde. Alors, Joël Zass, c'est quelqu'un qu'on connaît et que nous ne connaissions pas. Nous vous avions invité aux entretiens d'Auxerre, je crois, 2020. Enfin, je ne sais plus. Enfin, en tout cas, ceux qui ont finalement été annulés à cause de la pandémie. Vous aviez répondu très favorablement à notre invitation. Et donc, on est très heureux d'avoir pu la renouveler et que vous soyez parmi nous. Donc, oui, c'était les entretiens sur la démocratie. Donc, déjà un sujet, évidemment, qui vous est proche. Donc, vous êtes philosophe, spécialiste de philosophie politique, et vous êtes une grande spécialiste de John Dewey, ce penseur politique américain. Vous vous intéressez tout particulièrement aux formes démocratiques de la participation, donc on a déjà
On en a déjà évoqué un petit peu de cette démocratie participative, mais vous l'avez non seulement pensé, mais vous avez aussi pensé et travaillé son expérimentation sur certains territoires. Et c'est aussi à ce titre que nous sommes extrêmement heureux de vous recevoir ici pour nous donner quelques éléments de réponse sur cette nouvelle pratique, ou en tout cas cette pratique enfin assumée. Donc j'ai choisi deux ouvrages parmi les très nombreux que vous avez écrits. Évidemment, celui peut-être qui est le plus connu de toutes et de tous, qui s'appelle « Quand la forêt brûle, penser la nouvelle catastrophe écologique », paru en 2019 et qui a reçu le prix Pétrarque de France Culture en 2020. Mais peut-être pour aujourd'hui, je pense que l'ouvrage intitulé « Se réunir, du rôle des places dans la cité » paru en 2022 aux éditions Premier Parallèle, doit probablement condenser une partie du propos que vous allez tenir devant nous. Donc, cher Joël, merci et de vous exprimer un peu à brûle-pourpoint vu votre tardive arrivée. Quelle question, quel futur pour le politique? Alors merci de cette invitation et de m'avoir un peu attendu en bonne compagnie, bien sûr. Le futur de la politique, je dirais que c'est le futur de la démocratie, et le futur de la démocratie, c'est l'écologie. En fait, je crois que j'ai envie de partir de là parce que on est un peu à la croisée des chemins. Disons que l'horizon qui est le mien, c'est-à-dire ce contre quoi, d'une certaine façon, je réfléchis, j'écris, j'observe, je tâtonne, je fais des expériences ou des tentatives, c'est la possibilité peut-être pas d'un effondrement, un terme très très connoté aujourd'hui, mais la possibilité qu'on aille véritablement dans le mur, à la fois politiquement et environnementalement. Qu'on aille dans le mur, c'est-à-dire que, évidemment, disons que j'ai un fond d'optimisme, un fond peut-être d'une certaine naïveté, ce qu'on a pu me reprocher pendant de nombreuses années, en fait. Mais en réalité, cet optimisme se détache contre cette toile de fond qui est vraiment la conscience très très vive disons, il n'est pas évident que nous éviterons des catastrophes à la fois éthiques, politiques et environnementales. Voilà, alors je tenais à le dire pour que résonne d'une manière plus percutante mon propos. Alors l'accusation de naïveté, elle est venue beaucoup de ce que depuis une trentaine d'années maintenant, je m'occupe justement de la question de la participation en démocratie, c'est-à-dire que j'ai toujours pensé, enfin c'était le cas d'ailleurs dans mon travail de thèse, qui portait sur une revitalisation, un réenchantement en quelque sorte de la notion d'opinion publique qui à l'époque était vraiment très méprisée, à la fois de la part des partis politiques ou des responsables, mais aussi de la part des citoyens ordinaires. Pierre Bourdieu avait décrété que l'opinion publique n'existe pas et tout le monde suivait docilement cette idée, comme quoi finalement la démocratie se jouait ailleurs que dans les maisons, dans les écoles, dans les hôpitaux ou dans les réunions de citoyens ordinaires, qu'il s'agissait d'un exercice exceptionnel dont la plupart des gens étaient absolument incapables et qu'il valait mieux, enfin c'est une vieille idée qui tient d'ailleurs, qui est le fondement de notre système représentatif, qui est un système représentatif très indépendant par rapport à l'opinion, justement, dont les représentants s'émancipent très largement. Enfin, là, c'est des détails sur lesquels je ne vais pas insister, mais en tout cas, l'idée, c'était que plus les représentants sont affranchis de l'opinion, et mieux ça vaut, parce que de toute façon, les gens, de manière ordinaire et quotidienne, ne savent pas ce qui est bon pour eux. Ils ont des opinions versatiles et changeantes. Ils sont incapables d'identifier l'intérêt commun et font toujours prévaloir leur égoïsme. Ils sont versatiles et changent d'avis tout le temps, bon, etc., etc. Alors, je ne dis pas que ces défauts dont on accuse les gens en général ne sont plus jamais convoqués, mais de fait, c'était quand même l'horizon, c'était l'ambiance, quoi, il y a une petite trentaine d'années, qui était vraiment encore très poisseuse, très, très, très présente lorsqu'on parlait de démocratie renouvelée, en fait, d'une démocratie revitalisée, d'une démocratie qui
remettrait les choses à leur place, en particulier le rôle des mandataires ou des représentants, qui seraient redevenus des mandataires, ça semblait vraiment à la fois utopique et totalement irréaliste. Voilà, donc tout ça pour dire que j'ai pensé, si je peux dire très très modestement, l'avenir de la politique il y a fort longtemps, et puis que les choses ont un peu évolué dans le bon sens. Il me semble que, non pas que la confiance envers les citoyens serait la caractéristique majeure de notre culture, mais le fait est que faire sans les citoyens, ça semble de plus en plus compliqué. À la fois au plan politique, mais aussi, encore une fois, au plan environnemental ou au plan écologique. Alors, je voudrais m'en expliquer un petit peu. Je voudrais d'abord rappeler que, de mon point de vue, la démocratie, et là je me situe dans une certaine tradition que je pourrais préciser, la démocratie, ça n'est pas seulement une forme de gouvernement, c'est une forme de vie. On est de plus en plus nombreux à le penser, et l'un de ceux qui l'a pensé en pionnier, c'était sans doute Thomas Jefferson, qui a véritablement, qui est l'un des fondateurs, des pères fondateurs de l'État fédéral américain et des États-Unis d'Amérique, de la démocratie américaine. Thomas Jefferson, justement, qui pense que la démocratie, c'est le fait de se gouverner sans un maître, que la démocratie, elle commence à la maison. C'est une expression qu'on va trouver un peu chez lui et chez d'autres, à savoir que les lois démocratiques ou les lois qui sont constitutives du régime qu'on appelle alors au XVIIIe siècle la démocratie libérale, qu'on appelle d'ailleurs pour commencer un système américain de gouvernement, parce que c'est un nouveau système politique qui apparaît alors. Donc cette démocratie comme système de gouvernement n'est possible que dans la mesure où elle s'appuie sur des mœurs, des habitudes, des croyances démocratiques, et que ces croyances, ces mœurs, ces habitudes démocratiques ou ces modes de vie démocratiques sont précisément ceux qu'on va repérer à la maison, à l'hôpital, à l'école, dans les champs, à l'usine, etc., etc. C'est là que ça commence, la démocratie. Et que finalement l'appareil politique, c'est-à-dire le système de la représentation, n'est qu'un moyen au service de la consolidation, de la légitimation, de la répartition aussi des conditions auxquelles, justement, cette démocratie individuelle, locale, située, incrustée dans votre ordinaire, présente dans vos face-à-face avec vos proches, etc., va pouvoir se maintenir. Donc voilà, là, en fait, avec Jefferson, on a l'idée que finalement, que la démocratie est sur ses pieds, si vous voulez. Alors que je dirais que au fur et à mesure que le temps a passé, on l'a mis plutôt sur la tête. Autrement dit, encore une fois, la finalité ici, là je parle au XVIIIe siècle, mais enfin ça serait pareil chez Aristote. Aristote dit finalement il y a un gouvernement dans la famille et ce gouvernement n'est pas celui d'une ruche, d'une termitière ou d'une famille d'ours. C'est-à-dire qu'une famille, c'est une unité de vie, une communauté dans laquelle on discute de ce que nous avons en commun parce que nous avons des notions communes. Donc il ne subordonne pas du tout l'enfant à l'autorité du père et la femme à l'autorité de l'époux, etc. Non, c'est une communauté d'égaux dans laquelle chacun a sa place et chacun joue son rôle parce que justement il est important pour une communauté que chacun compte pour un. Et ça c'est déjà d'une certaine façon chez Aristote. Alors après tout ça, cette tradition jeffersonienne, elle va se perpétuer avec Montesquieu, par exemple, l'esprit des lois, qu'on ne doit pas confondre avec les lois, et puis avec toutes sortes d'auteurs. Et je vais dire un mot de John Dewey, parce que vous l'avez cité, c'est un des pères fondateurs aussi d'un mouvement philosophique qui s'appelle le pragmatisme, qui est un peu un conséquentialisme. Enfin, peu importe ici, mais ce qui me semble important, c'est que John Dewey a vraiment fait de la démocratie l'alpha et l'oméga de sa pensée. Il s'est interrogé sur bien sûr la manière d'activer la démocratie dans les partis politiques, dans les associations, dans les groupes de pression, mais beaucoup, et avant tout peut-être à l'école, à l'usine, à la ferme, etc., etc. Et finalement dans les relations sociales les plus banales,
comment se conduire, est-ce que je me conduis démocratiquement lorsque je participe à une commission de recrutement, lorsque je participe à un jury d'élection je sais pas, d'œuvres d'art contemporain pour l'entrée dans une collection, etc. Voilà, toutes ces questions, elles se posent vraiment de manière très, très cruciale. Et pour résumer, parce que je pense qu'on doit aller assez vite, dans un premier temps, je dirais que pour résumer, cette capacité dont les humains sont crédités de se gouverner sans un maître, hein, pour reprendre les propos de Jefferson, cette capacité-là, c'est ce qu'on appelle l'autogouvernement, ce qu'on appelle le self-government aux États-Unis, puis qui, voilà, qu'on traduit par l'autogouvernement, qui est absolument fondamental. Et disons qui, encore une fois, est l'objectif ou la finalité par rapport à laquelle, par rapport auquel le système politique lui-même n'est qu'un moyen. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, se gouverner sans un maître? Ça veut dire, en fait, faire des expériences. Ça aussi, c'est un terme qui est très pragmatiste. Faire des expériences, c'est-à-dire, disons, être à l'initiative d'un cours d'action dont nous portons la responsabilité, mais qui, en même temps, va produire des conséquences dont l'observation nous permettra, d'une part, d'évaluer l'action que nous avons accomplie, et d'autre part, qui nous permettra d'imaginer des actions futures. Alors, j'ai dit les choses de manière un peu condensée, mais tout ça, ça veut dire grandir, tout simplement. Ça veut dire croître en maturité, ça veut dire passer de la minorité à la majorité, ça veut dire pousser, ça veut dire se développer, ça veut dire s'accomplir. C'est peut-être, comment on dirait aujourd'hui, une maxime de développement personnel. C'est ça, c'est le développement personnel, c'est faire des expériences. Alors, ce qui est très important, si vous voulez, c'est que quand il n'y a pas d'expérience, il n'y a pas d'individuation. Par exemple, je pourrais citer des tas d'exemples atroces, mais disons un enfant à qui on ne laisse pas la possibilité de faire des expériences, finalement, il va souffrir, il va s'atrophier, il va sans doute développer des quantités de troubles psychopathologiques, etc., etc. Je pense aux pensionnats roumains et choses de ce genre. Bon, enfin, bref, sans entrer là-dedans, mais ce qui me semble important, c'est vraiment d'associer la capacité de faire des expériences au développement de l'individualité de chacun. Ce serait vrai pour un animal, d'ailleurs, hein, soit dit en passant. Et j'ai écrit un livre sur les animaux et j'ai été très surprise de repérer à quel point les éthologues ou les spécialistes sont soucieux aujourd'hui de repérer également l'individuation chez l'animal, parce que l'animal n'est pas une machine et les animaux ne sont pas interchangeables entre eux à l'intérieur d'une même espèce, mais pas du tout. Donc voilà, faire une expérience, c'est la condition de notre croissance, si vous voulez, et ce qui est une évidence absolue, c'est que l'expérience n'est pas quelque chose que vous pouvez faire à la place de quelqu'un. Soit l'expérience est mon expérience, soit ce n'est pas une expérience du tout, si vous voulez. Or, précisément, je dirais que la démocratie, c'est ça. La démocratie, c'est l'organisation des conditions auxquelles chacun est doté des possibilités de faire des expériences en son nom propre, c'est-à-dire de suivre son activité de A à Z, encore une fois, et de faire tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Et la démocratie participative, ou plus exactement l'intérêt que nous avons pour des formes de participation à l'intérieur des démocraties libérales, tient à cela. C'est-à-dire que pour faire des expériences, il faut beaucoup de conditions, mais je vais en citer juste quelques-unes. D'une part, du point de vue de l'individu, il faut, je dirais, une certaine attention à son environnement. C'est-à-dire que l'expérience est toujours l'expérience de quelque chose. Et là, on entre déjà dans l'écologie. C'est-à-dire que quand je fais des expériences, je sais que le monde extérieur existe, parce que je m'y affronte d'une certaine façon, je m'y cogne. Je vois que la nature, disaient les paysans, elle ne fait pas ce que je veux. Autrement dit, j'entre dans une relation un peu dialogique avec mon environnement qui, dans une certaine mesure, me répond, mais je ne dis pas ça de toute manière logocentrique, mais il me répond au sens où les conséquences de mes activités dépendent finalement du levier que j'y ai trouvé et de la de la réaction de mon environnement à mes propres activités. Réaction que je peux observer dans les meilleurs des cas. Mais aussi, je dirais que l'expérience, elle dépend d'un deuxième facteur, et là, on en revient aussi à des organisations démocratiques qui me semblent très, très concrètes en réalité. C'est que, si vous voulez, comme je l'ai dit, l'expérience étant de quelque chose suppose que je transforme mon environnement, que j'agisse sur lui.
que je fasse jouer certaines de ces possibilités. Or, un environnement trop rigide, trop autoritaire, trop absolutiste, trop excluant, trop exclusif, trop rigide, va m'empêcher de le faire. C'est-à-dire que j'aurais beau m'agiter ou agir, mon action ne sera jamais qu'une agitation parce qu'elle sera absolument incapable d'y imprimer quoi que ce soit, si vous voulez. Et justement, organiser un environnement suffisamment souple, flexible, qui réponde aux tentatives que nous faisons de créer un point de contact avec ce dernier, si vous voulez, ça c'est le travail de la démocratie. Alors pour terminer, très rapidement, je dirais que c'est précisément ce qui est en train de se passer. C'est précisément ce qui est en train de se passer aujourd'hui au sens où je dirais la vie démocratique ou la vie expérientielle, elle s'est déplacée. Elle n'est plus dans le gouvernement. Enfin, elle y est bien sûr dans le parti, mais enfin, en tout cas, c'est le gouvernement, d'une certaine façon, dans le schéma que je vous ai présenté très vite, le gouvernement, il est à mon service. Le gouvernement, il est à notre service. Le gouvernement, il est là pour faire ce qu'on veut. Et ça n'est pas au gouvernement d'inventer l'avenir. De toute façon, il nous représente. Et il est vrai qu'il y a, comme ça a pu être étudié, il y a quand même très très peu de distance entre l'état général de l'opinion publique et le gouvernement qui, qu'il le veuille ou non, James Bryce le disait, il n'en est jamais que le représentant. Et que finalement les actions du gouvernement sont toujours indexées parce que les gouvernants supposent qu'est l'opinion majoritaire en fait. Donc il faut remettre la charrue devant les bœufs, enfin pas les bœufs devant la charrue, je veux dire, pardon, c'est la métaphore. Voilà. Et donc se demander, nous, qu'est-ce qu'on fait pour que notre gouvernement change finalement in fine, autrement dit, l'inventivité, la créativité, mais également le conservatisme et l'autodestruction sont dans l'opinion, si vous voulez, hein, ça j'en suis très convaincue. Et aujourd'hui, cartographier, étudier, observer, faire la publicité aussi de tous ces mouvements d'autogouvernement qu'on trouve à toute échelle à la planète, à la surface de la Terre, ça me semble être vraiment une manière de trouver de l'espoir et en même temps de s'associer à des groupes dont l'inventivité syntaxique et grammairiale est absolument étonnante aujourd'hui. Donc, enfin voilà, j'en prendrai pas d'exemple, mais en tout cas dans la, disons dans toute la mouvance, je dirais, qui tente de retrouver des liens justement entre une démocratie libérale et une démocratie environnementale, c'est-à-dire un écosystème qui soit à la fois humain, naturel, éthique, politique, scientifique, etc., eh bien, on va trouver des écolieux, des friches, des écoquartiers, des expériences toutes locales, mais encore une fois, et pour terminer vraiment, je dirais qu'une expérience est nécessairement localisée, de même qu'elle doit être individuelle ou associée avec celle des autres. En tant qu'individu, elle est forcément locale. Il n'y a pas des expériences de nulle part, si vous voulez, ça c'est pas possible. Mais en même temps, je dirais que le local ici, l'expérience locale, est forcément une expérience partageable. C'est-à-dire une expérience qui va pouvoir non pas être imitée, parce qu'on n'imite pas l'expérience, voire Gabriel Tarde, enfin bon, mais en fait une expérience qui va pouvoir être une source d'inspiration. Disons un exemple, un paradigme, un schème, etc. Et là, en l'occurrence, je pense que dans la discussion on pourra en parler, mais il y a énormément d'exemples qu'on pourrait citer d'expériences locales transposables à d'autres échelles et en d'autres lieux, un peu partout sur la planète. Merci énormément, merci beaucoup d'avoir ainsi pris le temps et déroulé un peu ce que vous entendiez par démocratie participative. Et votre dernière phrase, je vous relancerai après une question à Pascal et Perrineau. Voilà, quels exemples vous pourriez... quelques exemples que vous pourriez nous donner. Pascal, justement, une expérience dans le futur qui pourrait nous arriver, c'est que, par exemple, le RN, une représentante du RN obtienne le poste de président de la République. Est-ce que les exemples des populismes arrivés au pouvoir ailleurs en Europe peuvent nous servir, qu'est-ce qui se passe justement vis-à-vis de la démocratie dans ces différentes expériences populistes qui
qui, enfin, a priori, nous ont précédés et qui, je l'espère, enfin bon, peu importe, mais voilà. Bien. Alors, en effet, quand on regarde la situation actuelle et qu'on cherche à se projeter dans un avenir immédiat, on voit bien que la crise de la démocratie, sur laquelle on est tous à peu près d'accord, quant à ses symptômes, quant à son importance, sa durabilité, peut déboucher sur des choses extrêmement différentes. Ça peut déboucher, en effet, sur ce que vous appeliez tout à l'heure l'expérimentation de l'autogouvernement. Ça n'est pas nouveau dans l'histoire des idées, en particulier toute la réflexion du mouvement socialiste. Il y a eu, au début du siècle, tout ce qu'on a appelé le conseillisme, le socialisme conseilliste, des hommes comme Anton Pannekoek, etc., dans le socialisme hollandais, qui ont cru que, voilà, l'autogouvernement, l'autogestion, on appellera ça dans les années 60, était une possibilité pour répondre aux phénomènes de confiscation du pouvoir, d'oligarchie, qui sont, pour certains, inévitables dans le politique. Toute politique a une dimension oligarchique. Mais ça, c'est un courant plus sceptique, moins optimiste, qui dit, au fond, voilà, tout politique, et le régime représentatif, bien sûr, a une dimension oligarchique. Ça, c'est une première solution, et on voit que font retour, moi, ce que j'appelle un peu ces utopies. Hein, voilà, ça fait retour. Et c'est porté beaucoup, oui, par toute une partie des mouvements écologistes qui considèrent que ce type d'organisation est plus adapté aux défis qu'ils veulent relever que les formes d'organisation politique plus verticales qui étaient celles avec lesquelles la droite et la gauche ont vécu. Et que d'autre part, ça serait adapté à la forme rhizomatique qu'a aujourd'hui la communication. Ça, c'est une possibilité. La deuxième possibilité, c'est ce que je me suis efforcé de décrire, c'est une voie réformiste. On reste dans le cadre tel qu'il est, mais on cherche à le faire mieux fonctionner et à l'irriguer éventuellement de nouvelles formes de démocratie, bien que la démocratie participative, il ne faut pas nous raconter que c'est une nouvelle forme de démocratie. Au XIXe siècle, on avait la démocratie qu'on appelait consultative, qui était assez proche de la démocratie participative d'aujourd'hui. Donc ce n'est pas si nouveau que cela. Ça, c'est la deuxième possibilité, la voie réformiste, où on règle les mécanismes. Hein, on les règle. La troisième, c'est celle à laquelle tu viens de faire allusion. C'est la solution autoritaire. C'est la solution autoritaire. Alors, l'autoritarisme peut prendre plusieurs visages. Il n'y en a pas qu'un seul. C'est comme il y a des démocraties, il y a des autoritarismes. Et il ne faut pas croire que notre pays est à l'abri. Il n'est pas forcément parce qu'il y a la question du RN. Si ce n'était pas le RN, il y aurait autre chose. Regardez les comportements de Jean-Luc Mélenchon. On se dit, tiens, est-ce qu'on aurait vraiment envie qu'il devienne président de la République? Bon, voilà. Donc, ce n'est pas simplement le propre du RN, ces pulsions autoritaires. Cet autoritarisme, il existe pas simplement parmi les forces politiques, il existe dans l'opinion. 19% des Français, récemment interrogés dans notre fameux baromètre de confiance politique que nous faisons chaque année depuis maintenant 15 ans, je crois à peu près, ou 12 ans, 19% des Français disent qu'il faudrait qu'on soit gouverné aujourd'hui par l'armée. Hein, voilà, par l'armée. Alors quand on voit les généraux que l'on voyait tout à l'heure, on se dit au fond pourquoi pas. Excusez-moi de cette provocation de bas étage. Mais personnellement, je me disais le général, les deux généraux qui étaient là, au fond, mais pourquoi pas, ça m'a donné quelques idées pour humaniser l'autoritarisme. Bon, je sors de la plaisanterie. Mais si vous prenez, on pose la question depuis maintenant 12 ans. Est-ce que pour vous, la solution d'un homme fort qui se passerait des élections, et du Parlement serait une bonne chose? Là, on arrive à 32%. Voilà. Hein? Donc,
si vous voulez, il y a une base réelle pour une démocratie illibérale, comme on dit maintenant, ou bien un régime autoritaire avec différents degrés, en effet, dans l'autoritarisme de, j'allais dire, au fond, Viktor Orban à Xi Jinping. Hein, voilà. Ou même on peut aller au-delà, Kim Il-jong. Hein, voilà. Parce que là, en matière, on en a beaucoup. Erdogan, voilà, hein, il y en a pas mal. Hein. Donc, oui, la tentation autoritaire est là. Et plus la crise de la démocratie dure, plus la tentation autoritaire augmente. Parce qu'elle a ce redoutable avantage, sur lequel jouent beaucoup d'ailleurs les régimes autoritaires aujourd'hui, et en particulier le régime chinois, de dire au fond, nous sommes au moins efficaces, alors que les régimes démocratiques pluralistes ne le sont pas. Et c'est installé dans l'opinion française depuis les années 80. C'est là où commence la crise de la politique, hein, de la représentation politique. Pourquoi ça s'installe là? C'est parce que ça vient à la suite de la décennie 70, qui a été la décennie des chocs pétroliers, qui a mis en scène un chômage massif, un chômage structurel, dont nous avons, quelle que soit l'importance de ce qui s'est passé dans les mois qui viennent, dont nous avons un mal fou à sortir. Et sur cet enjeu, qui pour les Français pendant des décennies a été décisif, le chômage, le politique, qu'il soit de gauche, de droite ou d'ailleurs, est considéré comme impuissant. À partir du moment où il est considéré comme impuissant, il peut faire l'objet d'un désintérêt et ensuite d'une haine. Et nous y sommes. Hein ? Donc le régime autoritaire, vous savez, il y avait un de mes collègues à Sciences Po formidable qui avait beaucoup travaillé sur les autoritarismes, Guy Hermet, spécialiste de la dictature franquiste, qui a écrit un très beau livre qui s'appelle « L'hiver de la démocratie ». Et où il dit « Sortons de cette naïveté qui est la nôtre, où nous avons l'impression, depuis la Seconde Guerre mondiale, que la démocratie est là pour toujours et qu'elle ne peut que s'améliorer, ce à quoi on se prête aujourd'hui, d'ailleurs, on va faire ça. Voilà. Bon, hein. Mais il dit « Attention ». Attention, pourquoi? Parce qu'on est passé des régimes autoritaires de la Seconde Guerre à la démocratie, à un été de la démocratie, mais on peut très bien rentrer dans un automne de la démocratie qui mènera à un hiver de la démocratie et donc au retour des régimes autoritaires. Et il décelait deux tendances qui allaient dans ce sens, le populisme, parce que le populisme, au fond, c'est un désarroi de certains démocrates. Il ne faut pas croire que tous les populistes, ce sont des gens qui ont comme modèle Hitler ou Staline. Hein. Ce sont des gens qui se disent la démocratie représentative fonctionne mal, il faut une démocratie plus directe, avec un recours massif au référendum, et un face-à-face entre le leader, qui est le peuple, qui parle le peuple, je dis tout haut ce que vous pensez tout bas, souvenez-vous de la phrase de Le Pen, qui est le peuple sans médiation, hein, sans ces médiations inutiles que seraient le Sénat, l'Assemblée nationale et tout le reste. Hein. Donc, mais la plupart du temps, ce populisme a une forte tendance autoritaire, qu'il soit de droite ou de gauche, parce que les populismes de gauche, il y en a. Regardez le Venezuela, etc., qui est d'ailleurs le modèle affiché de Jean-Luc Mélenchon. Hein, bon. Donc, regardez attentivement. Et puis, le second, c'est le fait que la démocratie a accepté de plus en plus, sans s'en rendre compte, de se défaire de toute une série de responsabilités au profit d'institutions qui ne sont plus issues de l'élection. Et là, vous le voyez, en particulier dans le secteur de l'écologie, ça a été le cas, mais dans de multiples secteurs. Hein. La réflexion sur la santé, sur l'écologie, est de plus en plus dans les mains d'institutions qui ne sont plus issues du suffrage universel. Et là, Guy Hermet disait « Attention, cette dérive technocratique est le deuxième danger, aussi important pour lui que le premier. » Hein. Donc le mal, les mots MAUX sont en nous, quoi. Hein. Et il faut certainement à la fois que le suffrage universel reconquiert des espaces. Regardez ce qui se passe au plan local. Vous êtes dépossédé aujourd'hui de savoir qui va diriger votre communauté de communes. Voilà.
Hein, c'est ça la dérive technocratique, hein, bureaucratique. Or, c'est devenu un pouvoir essentiel pour penser l'avenir de l'agglomération auxerroise. Hein, donc là, on voit bien qu'il y a aussi ce second danger dont on ne parle pas assez. Alors, face à ce constat sombre et de cette mise en garde contre l'hiver de la démocratie, Joël, est-ce que des expériences de démocratie participative dans le monde vous semblent pouvoir redonner un peu d'espoir et de confiance en la démocratie? Je pense qu'il ne faut pas être attentiste. En l'occurrence, il faut se remonter les manches. C'est plutôt ça mon point de vue. Maintenant, démocratie participative, c'est pas le terme que je vais employer parce que la démocratie participative est une institution qui a pris plusieurs visages, mais disons qui spécialise trop la participation et qui enferme la participation dans des formes de réponse à une injonction ou à une demande ou à une mobilisation qui vient d'ailleurs que des personnes directement concernées. Donc voilà, je dirais que la participation, j'ai fait un livre il y a longtemps déjà qui s'appelait Participer, essai sur les formes démocratiques de la participation, et j'avais distingué, j'avais vraiment d'ailleurs donné une fonction à la fois sociale, économique, politique à la participation. Il ne s'agissait pas de la réduire à l'activité politique proprement dite, et j'avais distingué 3 aspects dans la participation qui n'existent pas nécessairement à l'état chimiquement pur, mais en tout cas dont la combinaison me semblait être absolument indispensable pour des raisons d'équité ou d'éthique, à savoir prendre part, apporter une part et recevoir une part. Ce qui d'ailleurs correspond aux 3 sens du verbe participer. Et donc, voilà, je m'étais interrogée sur déjà la définition de chacun de ces aspects, et comment les combiner en fait. Comment le prendre part n'est possible que dans la mesure où vous bénéficiez des conditions qui vous permettent de le faire. Comment bénéficier suppose aussi voilà, que la part qui vous est apportée est adaptée à votre capacité de réception. Enfin, c'est plein de petits détails comme ça, mais qui sont absolument fondamentaux, quel que soit le domaine humain qu'on va considérer. Et donc je dirais que oui, effectivement, aujourd'hui, tout ce qui relève de l'expérience au sens fort du terme, tout ce qui relève de la construction de soi, relève de la participation. C'est-à-dire que soit il y a de la participation, soit il n'y a rien du tout, enfin, ou pas grand-chose, ou en tout cas des formes de récession, de destruction, de démoralisation. Donc en fait, on n'a pas vraiment le choix. Enfin, je veux dire, c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles John Dewey disait il ne faut pas considérer la démocratie comme une forme politique parmi d'autres. C'est la seule forme de vie véritablement humaine qui existe. Il n'y en a pas d'autres. Enfin, en fait, alors évidemment, c'est donner peut-être un sens, faudrait préciser les choses, un sens très fort au mot de démocratie. Et là, il écrit dans les années 1920, 1940, 30, 35, et il a beaucoup de mal à se faire entendre. On n'y croit plus du tout dans la démocratie à l'époque. Mais voilà, c'est quelque chose qui est fort, l'idée qu'on n'a pas le choix en fait. Donc il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui ne marchent pas, il y a des choses qui nous préparent un avenir, et il y a des choses qui nous préparent à mourir. Il y a des formes de vie, il y a des formes de mort, si vous voulez. On est bien obligé de voir les deux, surtout aujourd'hui. Enfin, et donc les deux, effectivement, dessinent les côtés d'une alternative qui me semble... voilà, dont l'issue ici, voilà, n'est pas automatique, n'est pas prévue. Je ne sais pas vers où on va se diriger. Mais en tout cas, il y a quand même une forme d'expérience qui est très universelle, qui existe à toute échelle, partout sur la Terre, depuis très très longtemps jusqu'à aujourd'hui. C'est le jardin partagé. Et ça, je pourrais en parler en long, en large et en travers. Le jardin partagé. Pour dire les choses très rapidement. Oui, parce qu'on voudrait un petit peu qu'il y ait des questions qui puissent être bien posées. sûr. Mais voilà, juste, je dirais, le jardin partagé, il y en a des très grands, des très petits, mais il produit jusqu'à aujourd'hui 70% des ressources alimentaires mondiales. Et il s'agit d'un terrain commun qui est subdivisé en lopins individuels. Je trouve que c'est une bonne image de l'expérience démocratique. Merci beaucoup sur cette très belle image. Donc, nous avons quelques minutes pour... donner la parole au public. Donc je vois une main là, monsieur avec un pull orange, je crois, et puis ensuite madame à gauche, et monsieur, et en haut, pardon. Mais pour l'instant, tant qu'il n'y a pas de micro, je peux rien faire. Donc là,
Et pourquoi elle se... Voilà. Mais... Non, Micheline, c'est là. C'est le monsieur là qui est... C'est monsieur... Oui. Vous m'entendez? Des questions très courtes, s'il vous plaît. Allez-y. Oui, ça va être court. Un tout petit préambule. Non, monsieur. Non, pas un exposé. Une question. Ma question, c'est très très rapide, s'il vous plaît. Du haut de ses 94 ans, dans ce même théâtre, le 11 avril 2011, à l'invitation du Cercle Condorcet, Stéphane Hessel nous appelait déjà à nous indigner. Oui. Voilà. Je me souviens. J'étais là. Étant donné, comme l'a écrit aussi Albert Camus au printemps 54, que les gouvernements, par principe, n'avaient pas de conscience, n'est-il pas encore aujourd'hui demandé et dévolu aux citoyens de justement penser sans s'engager et résister. Étant donné que les politiques ne tiennent pas souvent leurs paroles, par exemple la prolongation du glyphosate pour 10 ans. Merci. Donc c'est plutôt une constatation. Je pense que tout le monde aura entendu. Monsieur là, puis ensuite Madame. Bon, c'est une question pour Monsieur Perrineau. On n'entend pas. Oui. Ah oui, et en haut. D'accord. Ma question sera brève. Vous avez évoqué brièvement l'Europe en évoquant le fait que sa défense allait probablement rester à la traîne des États-Unis. Personnellement, moi, j'ai adhéré un petit peu à une idée qu'on peut peut-être considérer comme utopique, qui était l'Europe politique, fédéraliste. J'avais adhéré lorsque j'avais 20 ans au mouvement fédéraliste européen. Selon vous, qu'en est-il des espoirs de l'Europe au sens le plus politique du terme? Alors, je vous propose qu'on prenne 2 ou 3 questions, comme ça, on donnera la parole aux 2 internautes. Alors, il y avait là-haut, s'il vous plaît, justement, mais je ne vois pas où. Enfin, voilà, allez-y. Oui, alors, l'utopie, moi j'y crois. Il ne s'agit pas de faire le bonheur à la place des autres. Mais l'utopie, ça peut être aussi le fait de tout faire pour mettre en mouvement tout le monde, la société, on va dire. Donc moi, j'y crois beaucoup en cette utopie. 2 questions. La première, pour M. Perrineau. Moi, il me semble avoir vécu une expérience absolument extraordinaire à travers la lutte des Gilets jaunes à Auxerre, où il y a une élaboration extrêmement pointue de la démocratie locale jusqu'à revisiter la Constitution, avec des groupes de travail, un engagement, un investissement qui a duré des jours, des soirées et des week-ends, un travail remarquable. Dans le cas des cahiers de doléances, il y a eu un investissement important dans les gens. Dans mon village, 3 villages étaient rassemblés. La teneur de ce que disaient les gens était extrêmement important. Extrêmement important. Ces cahiers de doléances, ce travail a été mis de côté une fois que, effectivement, le danger gilet jaune a été estompé. Que proposez-vous? Parce que moi, il me semble quand même, c'est une manière de prendre le bon bout de la démocratie, de savoir réellement ce que les gens pensent, de leur donner confiance pour continuer à penser et à participer, parce qu'y compris cette expérience-là, si on n'en tient pas compte, il ne faut pas s'étonner après qu'on soit dans une délégation de pouvoir. Merci. Donc, que proposez-vous? Deuxième chose. Non, écoutez, Madame, je suis désolée. C'est la démocratie dans le travail. Dans le travail, moi, il me semble, je suis tout à fait d'accord avec les expertises d'autonomie, etc. Mais quand même, l'entreprise est le lieu d'expertise des ouvriers, des personnels. Qui mieux qu'eux connaissent leur outil de travail et qui mieux qu'eux savent, ont des idées sur la manière dont on pourrait le transformer pour aller dans un sens écologique, pour aller dans un sens, etc. Or, depuis des années, depuis toujours, les lieux où on concerte le personnel qui ont des idées est un lieu où on ne les prend pas en compte ce que disent les gens. Quand est-ce qu'on exercera réellement la démocratie dans les entreprises pour que les salariés et les personnels puissent réellement avoir leur mot à dire? De mon point de vue... Merci. Madame, s'il vous plaît, Madame.
s'il vous plaît. Non, non, mais très bien. Tout est fondamental et il y a d'autres personnes qui veulent poser. Merci beaucoup. Je vais être très synthétique. Première chose, pourriez-vous, de part et d'autre, quand vous donnez des pourcentages, donner la source de vos pourcentages? Parce que les pourcentages, comme les chiffres, ça dépend comment on les prend. Deuxième chose, ne trouvez-vous pas que l'abus du 49.3 n'ouvre pas un chemin vers l'autoritarisme? Enfin, j'aimerais bien connaître la définition du populisme selon Monsieur Perrineau. Alors, merci beaucoup. Donc, tout un ensemble de questions. On ne va pas pouvoir répondre à tous. Je vous donne, s'il vous plaît, 2 minutes chacun, 3 minutes, parce que nous sommes déjà un petit peu en retard sur le programme. Donc, qui veut prendre la parole en premier? Joël? D'accord. Bah, Joël, tentez de répondre à quelques-unes de ces questions. Moi, j'en ai pas cité 50, mais en l'occurrence, les chiffres que j'ai cités concernant la contribution des jardins partagés à la production alimentaire mondiale viennent de la FAO. Voilà, donc je pourrais retrouver exactement le rapport si ça vous intéresse. Et ensuite, je dirais, il a été question d'utopie à plusieurs reprises, et il me semble que il y a 2 sortes d'utopie. Il y a l'utopie comme production d'un modèle désincarné et déterritorialisé, un modèle un peu de nulle part, et tenter de l'appliquer, ça suppose forcer la réalité, et c'est nécessairement très dangereux. Et ça conduit à beaucoup de cimetières, effectivement, comme l'a dit M. Perrineau. Mais ensuite, vous avez aussi l'utopie au sens d'un philosophe qui s'appelle Ernst Bloch. C'est l'utopie, comme il appelle ça ici, c'est l'esprit de l'utopie, c'est le non d'encore être, en fait. Et là, en l'occurrence, le non d'encore être n'est pas défini à l'avance. C'est-à-dire que qu'est-ce que je fais aujourd'hui qui m'ouvre des portes pour demain, même si je ne sais pas vraiment où me mèneront ces portes. Et je crois que c'est plutôt là-dedans qu'on est. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train d'essayer d'élaborer des modèles qui vaudraient, qui seraient intrinsèquement bons, indépendamment de leur mise à l'épreuve. Au contraire, on est dans le non d'encore être, c'est-à-dire... certes, j'ai une idée, mais cette idée, il faut que je la teste, il faut que je la mette à l'épreuve. Et c'est en observant finalement les résultats de ma mise à l'épreuve que je saurais si mon idée elle était bonne ou pas. Et là, on rentre vraiment dans quelque chose qui est écosystémique. Merci beaucoup, c'est très éclairant. Donc Pascal, le mot de la fin. Oui. Alors, l'entreprise n'est pas un lieu politique. Il ne faut pas demander à l'entreprise de faire le travail qui est mal fait dans les espaces publics. Vous voyez, enfin, on pourrait avoir un débat extrêmement long, mais la vocation première de l'entreprise, c'est pas d'être un lieu où s'exprime la démocratie. Vous voyez, c'est autre chose. C'est un lieu où s'exprime la division du travail, le souci de travailler ensemble dans la production, etc. C'est pas un lieu d'expression démocratique. L'article 40, je commence par tout ce qui fâche. L'article 49 alinéa 3. L'article 49 alinéa 3, c'est un article de la Constitution de 58 qui a été voté par une immense majorité des Français et qui fait partie des armes du parlementarisme rationalisé. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, De Gaulle, quand il invente sa Constitution de 58, il est traumatisé par ce qui s'est passé en 1940. C'est-à-dire un régime qui, démocratique, la troisième, qui, devant la montée des périls, est incapable de répondre. Incapable, sombre dans l'impuissance, le désordre, quitte Paris pour rejoindre Tours, puis après Bordeaux, et pour se jeter dans les bras d'un vieux maréchal. Bien. Et il dit ça ne doit jamais recommencer. La démocratie, elle doit avoir les moyens de se défendre. Et c'est pour ça qu'il va inventer, avec Michel Debré, avec des hommes de droite et de gauche, à l'époque, il ne faut pas oublier que les socialistes sont dans le comité consultatif constitutionnel, il va inventer des armes pour que le régime parlementaire puisse se défendre. Et parmi ces armes, il y a l'article 49, alinéa 3, qui est, au fond, quand le gouvernement n'a plus les moyens de faire voter sa réforme, de dire à sa majorité, écoutez, vous n'êtes pas d'accord, mais est-ce que votre désaccord va jusqu'au point que vous voulez me faire tomber? Oui. Eh bien, ça tombe. C'est arrivé une fois sous la Ve République. Pompidou a été mise en minorité. On verra. Peut-être que Mme Borne va être mise en minorité. On le verra. Hein. Et si l'hostilité d'une partie des députés de la majorité ou des proches de la majorité n'est pas telle, le texte est adopté sans avoir été voté. Bien. Mais il y a bien d'autres. Il y a le vote bloqué, il y en a plein. On ne va pas tomber dans un discours juridique, mais vous savez, la démocratie parlementaire, pour bien fonctionner, vous imaginez l'anarchie, sinon. Vous imaginez l'anarchie
qui serait la nôtre si voilà, on ne pouvait pas voter le budget, les fonctionnaires ne seraient pas payés. Regardez ce qui s'est passé aux États-Unis, ça a failli arriver. Mais enfin, voyons, il faut que l'État puisse continuer à fonctionner. Alors on peut, Sarkozy a dit, il ne faut pas trop l'utiliser. Donc c'est lui qui a introduit l'idée qu'en effet, on ne pouvait pas le sortir à tout va. Mais on peut aller plus loin, si vous voulez, dans l'encadrement de l'article 49 alinéa 3, mais pitié, ne le supprimons pas. Et de dire que c'est un instrument de dictature, non, ça n'est pas un instrument de dictature. Troisièmement, la définition du populisme. Le populisme, c'est une formule politique qui est apparue à la fin du XIXe siècle, essentiellement, en Russie et aux États-Unis, qui avait deux caractéristiques. La première caractéristique, c'était son hostilité par rapport aux corps intermédiaires, dont il considérait que les corps intermédiaires trahissent toujours le peuple qu'ils cherchent à représenter. C'est au fond l'idée qui est seule la démocratie directe, il y a un côté rousseauiste derrière tout ça, seule la démocratie directe pourrait avoir le beau nom de démocratie. Hein ? Donc il y a ça dans le populisme. Il faut faire attention, il y a un côté extrêmement sympathique, presque chaleureux dans le populisme. Il y a ça. Et puis il y a le second aspect qui est moins chaleureux, c'est que ce peuple, on ne le considère pas dans ses divisions qui sont légitimes, on considère qu'il est uni. Alors, il est uni par une condition sociale, c'est le démos, ou il est uni par une caractéristique ethnoculturelle, c'est l'ethnos. Hein, voilà. Hein, ce qui rassemble le peuple, c'est qu'on est tous voilà, des blancs chrétiens, voilà, ou ce qui rassemble le peuple, c'est qu'on est tous des petites gens. Voilà, bien, je parle très vite. Hein. Et ce peuple, quand il n'a pas de corps intermédiaire, il doit être représenté par un homme ou par une femme qui parle le peuple, qui est le peuple, qui le réincarne. Hein, c'est des gens qui sont très sensibles à l'incarnation du peuple. Regardez la manière dont Madame Mélanie, il faut l'écouter parler, représente le petit peuple de Rome. Elle est incroyable dans son exis corporel, dans sa manière de parler, dans les mots qu'il utilise. Elle est beaucoup plus peuple que l'est, par exemple, Marine Le Pen, ou que l'est, je préfère l'oublier, le président américain, l'ancien président américain, Trump. Hein, voilà. Beaucoup plus. Elle est incroyable. Et sa réussite, pour l'instant, politique, tient certainement beaucoup à ça. C'est ça, le populisme. L'Europe, il fallait, en effet... D'ailleurs, les pères fondateurs de l'Europe, dans les années 50, ils savent très bien qu'il faut construire l'Europe par le dur. Et un des premiers projets, ça sera la CED, la Communauté européenne de défense. Et là, il y aura une alliance des gaullistes et des communistes et des souverainistes pour faire tomber l'idée de l'armée européenne qui était à l'époque « construisons une Europe qui aurait un aspect, c'est vrai, un peu fédéral, par le militaire. Hein » Et puis comme on ne l'a pas fait, on n'a pas pu le faire, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a construit par l'économique pour ensuite, à la fin des fins, tenter de réintroduire le politique, c'est 2005. Mais les Français diront non. Hein, voilà, bon. Et c'est à respecter, on a le droit de dire non dans un référendum. Hein. Voilà. Dernier point, en effet, les Gilets jaunes. Oui, il y a eu beaucoup, pour avoir été un des 5 grands garants du grand débat national, et avoir beaucoup rencontré les Gilets jaunes, parce que moi je n'étais pas anti-Gilets jaunes, hein, voilà. On les a rencontrés beaucoup, on a rencontré le site des Gilets jaunes, on a passé un temps fou à les rencontrer, ils étaient dans nos réunions d'ailleurs du grand débat très souvent, les Gilets jaunes, donc j'en ai rencontré beaucoup. Oui, il y a eu énormément d'expérimentation. Dans mon bureau, j'ai des colonnes entières de cahiers de doléances, parce que ça transitait, beaucoup de cahiers de doléances ont transité par moi, puis ensuite on les a donnés à la Bibliothèque nationale qui a tout numérisé, c'est-à-dire que tout aujourd'hui est en accès à la Bibliothèque nationale, si vous avez envie de travailler dessus, etc. Le gros problème, c'est que tout ce travail, attendez, c'est pas simplement l'État, c'est pas simplement Macron, Édouard Philippe, personne ne l'a exploité. Personne ne l'a exploité. Ni la majorité, ni l'opposition, ni l'État central, ni les collectivités territoriales, ni les syndicats, ni les partis. Personne. Personne n'a exploité ce matériel. À part 2 ou 3 universitaires un peu paumés qui se sont dit « ouais, bon », et personne n'a lu ce qu'ils ont écrit, qui est pourtant intéressant. Et il y avait des tas de choses. En effet, je suis d'accord sur cette expérimentation phénoménale qui a eu lieu grandeur nature et pendant de longs mois, hein, au travers du mouvement des Gilets jaunes et au travers du mouvement du grand débat national.
Parce que le grand débat national, tout de même, nous avons touché 2 millions de personnes. 2 millions de personnes ont passé des heures, des mois, puisque ça a duré 3 mois, hein, à travailler sur tous les sujets. C'est une mine qui est à la même échelle, je vais vous dire, puisque moi, tout jeune, j'avais travaillé sur les cahiers de doléances de la Révolution française, dans mon département de l'Indre-et-Loire, et c'était absolument extraordinaire de voir revivre la société française. Et moi, quand j'ouvre encore les cahiers de doléances que j'ai dans mon bureau, mais c'est incroyable. On sent les vibrations de la société française. On sent ce qui se passe, on sent ce qui est en train de se recomposer, avec des gens qui, en effet, avec des mots de peu, disent des choses essentielles. Hein, des gens, très souvent, moi je les ai appelés dans mon livre les primo-parlants, des gens qui, très souvent, c'était la première fois qu'ils manifestaient avec les Gilets jaunes, et c'était la première fois qu'ils parlaient avec le grand débat national. Hein, ces primo-parlants, c'est comme, si vous voulez, la fascination que vous pouvez avoir par rapport à l'art brut. Ils étaient porteurs d'une parole brute assez saisissante, je vais vous dire. Et qu'en effet, tous les représentants, pas simplement les politiques, les intellectuels d'ailleurs aussi, auraient intérêt à écouter. Merci beaucoup. Bravo à tous les deux. Merci de vos éclairages. Et je dirais, pour conclure, notre sous-titre « Penser, s'engager, résister », c'est peut-être là le futur de la politique. Donc, je parle sous le contrôle de Michel, une petite pause pour ensuite aborder le thème des migrations, un monde à partager. De rien. Oh,